En conclusion de ces journées très riches dont j'ai appris énormément, donc j'espère que tout le monde a appris énormément. Comme il a été dit, nous sommes tous particulièrement heureux, je crois, que ce colloque ait été l'occasion d'évoquer la figure de Simone Veil, qui n'avait pas été dans cette maison, je pense, jamais, et de ne pas l'évoquer sur le mode de la mémoire ou du mémoriel, qu'elle n'aurait pas beaucoup aimé, je crois, mais plutôt sur celui des temps présents et de la façon de se nourrir du passé auquel elle appartient pour essayer de tracer les voies fragiles de l'avenir. Et dans ce propos conclusif, je voudrais évoquer une notion centrale dans son œuvre, quoique évoquée discrètement, qui est celle de la souveraineté de la limite. Alors, nous avons déjà dit que pour Simone Veil, le droit appartient à une région moyenne. Et c'est inévitable. L'une des vertus, il n'y en a pas beaucoup, du droit, c'est le tranchant qu'il donne aux mots, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres disciplines. Car ce tranchant est indispensable aux opérations juridiques. Les opérations du droit relèvent de l'équivalent d'une algèbre sociale qui abstrait de l'infinie diversité des personnes, des choses et des actions un nombre limité de catégories symboliques qui ont été évoquées d'ailleurs plus tard. Il y a le locataire, le salarié, l'employeur, le père, l'enfant, etc. Cette abstraction n'a pas que des avantages, nous y reviendrons, mais elle a au moins celui de donner à la pensée des points de repère. Le droit peut alors servir à s'approcher de ce que Simone Veil nomme à propos du régime du travail une limite idéale qui est propre à s'orienter dans le monde et à peser sur sa transformation. Il faudrait, tout d'abord, écrit-elle, définir à titre de limite idéale les conditions objectives qui laisseraient place à une organisation sociale absolument pure d'oppression, puis chercher par quels moyens et dans quelle mesure on peut transformer les conditions effectivement données de manière à les rapprocher de cet idéal, trouver quelle est la forme la moins oppressive d'organisation sociale pour un ensemble de conditions objectives déterminées, enfin, définir dans ce domaine le pouvoir d'action et les responsabilités des individus considérés comme tels. À cette condition seulement, l'action politique pourrait devenir quelque chose d'analogue à un travail, au lieu d'être, comme ce fut le cas jusqu'ici, soit un jeu, soit une branche de la magie. Donc on retrouve cette idée de travail politique et de comparaison de la politique et du travail qui a été évoquée plusieurs fois. Donc pour résumer, quelle est notre tâche ? Définir un idéal et les conditions de sa réalisation, chercher les moyens de s'en rapprocher, situer le réalisable dans les conditions présentes et enfin agir pour l'atteindre. C'est une sorte de moteur à 4 temps du réformisme véritable. Et c'est celui qui fut mis en mouvement après-guerre à l'échelon international par la Déclaration de Philadelphie ou la Déclaration universelle de 1948, ou encore au plan institutionnel par la création des Nations unies et des différents organismes qui la composent, et à l'échelon national par l'instauration de l'État social, chargé de mettre en œuvre ce qu'à la Libération on a nommé en France les principes politiques et économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. C'était l'expression du préambule de la Constitution de 1946, mais on trouve l'équivalent dans la Constitution de l'Inde qui parle des principes directeurs de la politique de l'État. Alors, Simone Veil aurait certainement situé ces textes dans cette région moyenne du droit et de la démocratie. Au fond, le droit est comme un écran où se projette un idéal de justice. Et cet idéal ne doit pas être enfermé dans des mots pour que sa traction continue de s'exercer et d'inspirer la pensée et l'action qui se déploient sur le terrain juridique et politique. Alors, cette image du droit comme un écran
qui tout à la fois témoigne et nous sépare de la justice, est en réalité fort ancienne, sans doute parce qu'elle véhicule un fond de vérité que chaque génération redécouvre. On la trouve par exemple dans le rêve de Placentin, dont j'ai eu l'occasion de parler dans le cours, et que raconte Ernst Kantorowicz. Mais Simone Weil ne fait pas que redécouvrir cette image, elle en éclaire le sens et la portée, en situant donc le droit dans une région moyenne qui est une sorte de purgatoire entre le ciel de la justice et l'enfer de la force brute. Et c'est dans ce purgatoire que travaillent les malheureux juristes, en usant comme autant d'outils, de notions et concepts qui, je cite Simone Weil, font fonction de réalité dont les choses réelles ne constitueraient que les ombres. Fin de citation. Car tel est en effet le prix qu'ils doivent payer pour que leurs outils soient tranchants. Ils doivent renoncer à prétendre saisir directement les réalités humaines et admettre la médiocrité de leur catégorie de pensée. Mieux, ils doivent, les juristes, se faire les gardiens de la conscience de cette médiocrité et ne cesser de la rappeler aux scientifiques lorsqu'ils transportent ces catégories en biologie, je pense hérédité, patrimoine, altruisme, en économie ou en sociologie, sans prendre conscience de leur charge normative. Au moins, le faible avantage des juristes, c'est qu'ils savent que les catégories qu'ils manipulent sont normatives par essence. Mais tout en rappelant ainsi les juristes à la médiocrité de leurs instruments, Simone Weil, et c'est ce qui la distingue par exemple de Gandhi, dont nous avons parlé, reconnaît la légitimité de leurs tâches. Et non seulement elle admet que les mots de la région moyenne, je la cite, droit, démocratie, personne, sont de bon usage dans leur région, celle des institutions moyennes, fin de citation, mais elle tira elle-même de son expérience ouvrière et syndicale un arsenal de préconisations juridiques concrètes dont l'évolution ultérieure du droit du travail a montré le caractère extraordinairement prémonitoire. Et plus généralement, elle donna de ce bon usage du droit une définition dont la clarté et la simplicité de style évoquent vraiment ceux de Montesquieu. Il faut, écrit-elle, que les règles soient assez raisonnables et assez simples pour que quiconque le désire et dispose d'une faculté moyenne d'attention puisse comprendre d'une part l'utilité à laquelle elles correspondent, d'autre part les nécessités de fait qui les ont imposées. Il faut qu'elles émanent d'une autorité qui ne soit pas regardée comme étrangère ou ennemie, qui soit aimée comme appartenant à ceux qu'elle dirige. Il faut qu'elles soient assez stables, assez peu nombreuses, assez générales, pour que la pensée puisse les assimiler une fois pour toutes et ne pas se heurter contre elles toutes les fois qu'il y a une décision à prendre. C'est une belle leçon de légistique, et pour le dire autrement, le bon usage du droit a pour condition première la reconnaissance de ses limites. Il ne peut pas tout. Et cette reconnaissance est d'autant plus indispensable que la fonction première du droit est justement de tracer des limites assez fermes pour brider la loi du plus fort et assez claires et stables pour que les hommes puissent exercer sur un pied d'égalité leurs libertés individuelles et collectives. Alors, on retient en général de l'œuvre de Weil un apport essentiel à la pensée juridique, même s'il dérange les esprits modernes, c'est celui de la primauté de l'obligation sur les droits. Et c'est certainement il en a été beaucoup question dans ce colloque, et c'est certainement un élément très important, comme on vient de le rappeler. Mais il est un second apport qui a été évoqué par le professeur Cadot dans son intervention, et qui se trouve donc dans sa conception de la souveraineté. Simone Weil était une analyse très lucide des idéologies de son temps, et elle a démonté avec ironie ce qu'elle appelait les petits mécanismes, notamment ceux du libéralisme économique et du communisme, qui prétendent concilier le primat qu'ils accordent à des lois immanentes, ce sera la loi du marché ou aux lois de l'histoire, avec, d'autre part, l'établissement de la justice dans les affaires humaines. Elle y voit une improbité, ce qu'elle appelle une improbité intellectuelle, et elle dit « cette improbité intellectuelle a été bien vue par Hitler.
il a bien vu que c'était contradictoire de dire dans le même temps le monde entier est régi par des forces qui nous échappent, immanentes, comme les forces du marché, et de dire nous allons faire régner la justice autour des valeurs de l'humanisme. Il dit Hitler voit cette contradiction et en tire évidemment une conséquence assez désastreuse, c'est il ne reste donc que la force et que le plus fort écrase le plus faible. Et dans son bunker, il disait les Allemands en 1945, eh bien la justice a frappé, ils ont été écrasés parce qu'ils étaient les plus faibles. Alors évidemment, à ce réalisme apparent du darwinisme social et du primat de la force, qu'il s'avoue comme tel ou qu'il avance masqué derrière l'ordre spontané du marché ou le socialisme scientifique, Simone Weil répond ceci. La force brute n'est pas souveraine, ici-bas, elle est par nature aveugle et indéterminée. Ce qui est souverain ici-bas, c'est la détermination, la limite. Cette notation ponctuelle jette une lumière puissante sur ce qui définit le droit et à quoi il sert. Et pour le faire comprendre, permettez-moi d'évoquer ici d'un mot une brillante analyse qu'a faite un philologue allemand, Clemens Pornschlegel, d'un opéra de Mozart, pas le plus connu, mais qui est l'enlèvement au sérail. Je ne sais pas si vous vous souvenez du drame de l'enlèvement au sérail. Donc, cet opéra met en scène le pacha Sélim et la belle Constance, sa nouvelle et fraîche captive. Sélim est fou de désir. Il pourrait contraindre Constance, mais il ne pourrait le faire sans ruiner sa position souveraine, et finalement, il la libère à la fin du drame. Donc le souverain n'est pas, contrairement à ce qu'affirme Carl Schmitt, celui qui décide ce qu'il veut dans une situation exceptionnelle. Le souverain, c'est celui qui, étant capable de trouver la limite en lui, jamais ne se heurte à une limite extérieure à lui. Car à l'inverse, celui qui cède à l'hubris de sa puissance, faute de se limiter lui-même, trouvera nécessairement sa limite hors de lui, comme Hitler dans son bunker fin avril 1945. On pourrait en réalité trouver, avant et après Simone Weil, de nombreuses manifestations de cette idée de souveraineté de la limite. Ainsi, Charles Malamud, dans son introduction au In Swaraj de Gandhi, un livre dont il a été question dans nos travaux, montre que cette notion de Swaraj, utilisée pour décrire l'émancipation de l'Inde, s'est entendue aussi et d'abord dans l'Inde ancienne, de la vertu individuelle de celui qui, je cite, étant en possession de soi-même, doit toujours se fixer sur le dharma, c'est-à-dire sur les devoirs que lui prescrit l'ordre. Donc, étant en possession de soi-même, doit toujours se fixer sur le dharma. L'idée voisine avancée par Simone Weil de l'auto-limitation de Dieu, du retrait de sa toute-puissance comme condition première de la liberté humaine, qui a été évoquée aussi dans l'une de ses interventions, se trouve donc déjà dans la Kabbale avec la doctrine du Tzimtzum, analysée par Gershom Scholem dans son maître livre sur la mystique juive. Donc, Dieu est tout-puissant, mais pour qu'il y ait la liberté humaine, eh bien, il faut qu'il se contracte, qu'il laisse une place. Donc, il se donne à lui-même une limite. Je pourrais aussi citer la remarque de Pierre Legendre sur le père incestueux du caporal Lortie, dans son livre sur l'affaire Lortie. Là, je cite Legendre, « La non-limite du père potentat équivaut à l'annulation du père. » Fin de citation. Et cette exigence est transposable à l'État qui se nie lui-même dès qu'il outrepasse les limites juridiques qu'il a lui-même posées. Et dans la tradition juridique occidentale, en effet, la loi n'est pas le simple instrument d'un pouvoir souverain, mais c'est son élément constitutif. Dès le XIIIe siècle, Bracton affirmait que, je cite, « C'est la loi qui fait le roi, car il n'y a pas de rex là où règne la volonté plutôt que la lex. » Bon, ce n'est pas schmittien du tout. Ce n'est donc pas parce que la volonté du gouvernement est souveraine qu'elle est source de la loi,
C'est au contraire parce qu'elle est source de la loi que sa volonté est souveraine, et c'est ce qu'exprime cet emblème du XVIIe siècle intitulé Nusquam data littora transit. Jamais, quelque vaste que soit l'océan, il ne passe jamais les limites que le doigt de Dieu lui a marquées sur son rivage. Et le commentaire de cet emblème est le suivant: ainsi, quelque grande soit la puissance de sa majesté, elle ne va jamais au-delà des bornes de la justice qui sont les seules que Dieu lui a données et que sa conscience rend inviolables. Or, la globalisation se définit, elle, par la no limit ou le beyond any limit. L'idée en particulier de limite de la croissance qui avait émergé au début des années 70 a été vite refoulée et a complètement disparu de l'agenda des organisations internationales, laissant place à la notion de développement durable, c'est-à-dire l'oxymore d'un développement sans limite. La politique du travail, conduite sous l'égide de la globalisation, consiste partout, je cite aussi ce qu'on peut lire partout, libérer les forces de la croissance par une mobilisation totale des forces productives qui partout inspire les réformes structurelles du marché du travail. Vous remarquerez qu'on ne se donne même plus la peine, en effet, de parler ici de droit à propos du travail, l'objet de ces réformes n'étant pas de fixer un cadre stable à la liberté d'agir de l'employeur et des salariés, mais on parle de marché et de réformer les marchés, c'est-à-dire d'engager toutes les entreprises dans une course sans fin à l'augmentation du rendement de ce qui est devenu le capital humain. Et je rappelle ici que cette notion est d'abord inventée par Staline dans un discours célèbre, enfin pas suffisamment célèbre, avant d'être reprise sans qu'il s'en rende compte par Gary Becker, ça lui vaudra le prix Nobel d'économie. Donc les nouvelles technologies sont ainsi utilisées non pour réduire la peine des hommes, mais pour assujettir leurs esprits là où le tayloriste se contentait de réifier leur corps. Le mot d'ordre de l'ubérisation du travail est celui que dénonçait de façon prémonitoire Simone Weil lorsqu'elle écrivait, je cite, « S'il fallait à la fois subir la subordination de l'esclave et courir les dangers de l'homme libre, ce serait trop. » La course sans fin à l'augmentation d'un rendement calculé sur la base trompeuse de résultats comptables applique aux hommes la foi dans les vertus de la destruction créatrice, dont il a été également question dans nos travaux, sans comptabiliser jamais les dégâts et déchets qui en résultent. La liste de ces derniers serait trop longue à dresser, mais tous concourent à la perte de la fonction anthropologique du travail, qu'il s'agisse des risques psychosociaux, de la destruction des cadres familiaux de l'éducation des enfants ou de l'exclusion et de la marginalisation de pans entiers de la jeunesse déclarée excédentaire et réduite à l'inactivité, la précarité ou l'immigration. Ce que M. Cameron, le Premier ministre britannique, avait appelé le global race, où on a bien la notion du global, donc la course globale à l'avantage compétitif, où se trouvent engagés tous les travailleurs de tous les pays, ne tient pas davantage compte de la perte d'autonomie économique et alimentaire qu'elle provoque dans chacun de ces pays, ni de son énorme empreinte écologique. La globalisation ne connaît pas la diversité des cultures et des territoires, ni les distances qui les séparent. Elle est aveugle au fait que cette diversité, et celle des langues qui les portent, est aussi vitale pour l'humanité que la biodiversité. Elle repose enfin sur la promesse d'une convergence des cultures et des modes de vie et de consommation sur un modèle unique, dont on sait très bien qu'il ne serait pas ce modèle écologiquement soutenable. Au fond, la globalisation nous engage à envisager le monde comme une ressource à exploiter et non comme un milieu vital dont la survie suppose de respecter la diversité. Cette approche managériale du globe est à l'œuvre dans les objectifs de développement durable qui ont été adoptés très récemment par les Nations unies dans son agenda 2030. Ces objectifs se présentent, alors vous le voyez ici, ça c'est les choix esthétiques qui ont été faits aux Nations unies,
Et un collègue suisse, Søren Erkman, m'a fait remarquer que ça active l'imaginaire des applis sur un téléphone portable. Donc, et si vous cliquez sur un des objectifs, vous avez une liste de cibles. En effet, ces objectifs se présentent, il s'agit de 17 objectifs, déclinés en 169 cibles, dont l'atteinte sera mesurée par une batterie d'environ 230 indicateurs de performance. Il se présente comme un catalogue de bonnes intentions qu'il faudrait être vraiment très méchant pour ne pas partager, comme il faudrait aussi être bien aveugle pour ignorer les mots dont ils sont en quelque sorte l'image inversée. Derrière chaque objectif, vous avez l'aveu d'un échec. Creusement vertigineux des inégalités, péril écologique majeur, chômage et précarité économique de masse, dégradation de l'éducation et des services publics de base, institutions inefficaces, irresponsables ou corrompues, montée des intolérances, des fanatismes et des formes inédites de violence. Alors, on ne saurait mettre en doute la bonne volonté politique qui anime les objectifs du développement durable, ni la légitimité des fins qu'ils poursuivent, mais on est en droit de s'interroger sur la pertinence des méthodes, des concepts et des moyens mobilisés pour les atteindre. Quant aux méthodes, on y retrouve sans surprise les méthodes de la gouvernance par les nombres, avec ses objectifs quantifiés, et elles conduisent à envisager la planète comme une immense entreprise à laquelle il conviendrait d'appliquer toutes les recettes du management. Et l'agenda ODD tient par ailleurs pour acquis, alors c'est un autre des traits de la globalisation, l'ignorance de la diversité des cultures et des langues, l'universalité des concepts qu'il met en œuvre sans tenir compte un seul instant de cette diversité des cultures. Alors, je vous en donne deux exemples. L'objectif 8.2, alors vous voyez 8, travail et croissance, vise à mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. Bon, alors ça assimile de façon assez étourdie le travail au travail dans la sphère marchande, c'est un point qu'on a évoqué. On ne voit pas bien, en effet, comment on pourrait, sans faire travailler les enfants, atteindre l'objectif numéro 4, qui, lui, vise à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire. Il faudra bien qu'ils travaillent. Alors, l'un des problèmes majeurs posés à l'éducation des mineurs dans de nombreux pays, à commencer par de nombreux pays du Nord, est aujourd'hui, bien au contraire, leur exclusion de toute expérience du travail, dont on sait pourtant le rôle majeur dans la formation et l'éducation de tout être humain. Et de ce point de vue, on ne peut que regretter qu'aucune attention n'ait été portée par les rédacteurs de ces objectifs aux dispositions, par exemple, de l'article 15.1 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990, selon laquelle, je cite, « L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. » Fin de citation. Donc, la Charte africaine, beaucoup plus subtile, elle prend en compte, du fait d'un enracinement dans une culture, qu'on ne va pas attendre avant qu'il devienne un grand dadais impotent, il ne va pas rester inactif jusqu'à sa majorité. Donc le travail participe de l'éducation de l'enfant. Et le problème n'est pas simplement d'interdire le travail des enfants, mais de ne retenir du travail que ce qui a une vertu éducative, et évidemment de lutter contre l'exploitation du travail des enfants. Donc faire dans ces conditions faire du taux de scolarité, par exemple, un objectif comme on le fait au travers des indicateurs du développement durable, a conduit à des désastres et à des conséquences tout à fait désastreuses. Je m'aperçois que j'ai parlé un petit peu trop. Je ne voudrais pas déborder le temps ni votre patience. Et pour conclure, je dirais que dans une perspective de mondialisation, on serait amené à faire à peu près exactement le contraire de ce que je viens d'expliquer point par point sur la globalisation. C'est-à-dire
de concevoir la planète non pas comme une sorte de méga-entreprise qu'on va pouvoir gérer avec des indicateurs homogènes, mais plutôt pour emprunter une image utilisée par Souleymane Mourad dans un livre récent sur l'islam. Il parle de mosaïque de l'islam, justement. Il lutte contre le fait qu'on parle de l'islam avec un I majuscule. L'idée, historiquement, c'était une mosaïque d'une très grande diversité. Et de même, le monde doit être envisagé comme une mosaïque de systèmes. Donc nous ne devons pas rêver à l'idée d'un droit mondial qui s'exprimerait dans une seule langue pour projeter partout des catégories uniformes, mais concevoir la mondialisation, c'est concevoir une mosaïque des systèmes et des cultures, c'est-à-dire un ordre juridique qui respecte tout à la fois leur diversité, mais les inscrit autour de principes communs dans des liens de solidarité, qui est un mot qui a été aussi souvent prononcé pendant nos travaux. Je m'arrête ici. Je ne voudrais pas abuser d'une patience qui a été admirable de votre part. Je vous en remercie encore. Je remercie tous les contributeurs à nos travaux. Ces travaux seront publiés sous une forme qui n'est pas encore entièrement définie, mais ils seront publiés, j'espère, dès cet automne. Ça dépend si c'est sous une forme informatique, mais enfin, disons début 2018. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et à ceux d'entre vous qui me font l'honneur de suivre mes enseignements, ceux-ci reprendront fin octobre, et ils porteront à nouveau l'année prochaine sur les questions de démocratie économique, dont nous aurons beaucoup d'occasions de reparler des référendums d'entreprise, de la négociation d'entreprise et de l'économie sociale et solidaire. Bonne soirée, à bientôt.